Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le directeur général opération Dolnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Nicolas. Associé de toutsurmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le cofondateur de netinvestissement.fr. J'ai des questions à vous poser, notamment concernant la capitalisation. Non, parce qu'il se passe des trucs aux États-Unis qui ont retenu mon attention la semaine dernière. On commence avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes là pour ce début d'émission parce qu'on est à un moment particulier où, au compte-gouttes d'informations glanées en informations glanées, on commence à en savoir davantage sur la morphologie du nouveau gouvernement Borne et le remaniement qui est en cours aujourd'hui. Effectivement, ça tombe là depuis 8h du matin, le casting qui commence à se préciser. On a Olivier Véran qui va devenir nouveau... porte-parole du gouvernement qui remplace donc Olivia Grégoire, qui reste au sein du gouvernement, qui rentre à Bercy, elle s'occupait d'économie sociale et solidaire à l'époque. Là, elle récupère le portefeuille qu'avait en fin de mandat de la précédente mandature d'Emmanuel Macron. Elle va de Jean-Baptiste Lemoyne, donc elle va s'occuper du commerce, artisanat, PME et tourisme. Franck Riester, du coup, dans le jeu des chaises musicales, récupère le poste qu'a occupé Olivier Véran brièvement depuis le début du deuxième mandat et va être nommé donc secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Et puis Jean-Noël Barrot, ancien de la Commission des Finances, enfin qui a été réélu et qui est ancien vice-président de la Commission des Finances, intègre Bercy et devient ministre délégué au numérique. D'accord. Et succède à Cédric O. D'accord. Et donc tout ce beau monde doit se réunir cet après-midi pour le premier Conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, Borne 2 donc. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de nouveaux secrétariats d'État, un peu dans tous les domaines, notamment par exemple le numérique, que c'est le docteur Braun aussi qui prendrait la santé. Oui, alors lui, effectivement. Il vient de remettre un rapport sur la réforme de l'hôpital qui a été retenu d'ailleurs par Elisabeth Borne, 41 propositions toutes validées. Oui, tout à fait. Une boîte à outils mise à disposition des hôpitaux. Chaque établissement a la liberté d'en faire ce qu'il en souhaite. Et effectivement, maintenant, il rejoint le gouvernement dans la foulée de ces propositions. On va attendre d'avoir... C'est vers quelle heure qu'on devrait avoir normalement l'intégralité de ce qui... En général, l'Élysée s'exprime vers la mi-journée. La mi-journée. Ça devrait plus trop tarder. Bruno Le Maire, il a grillé la politesse. Il a dit ce matin, oui, c'est moi, je reste. Voilà. Pas besoin d'Alexis Colère. Pas besoin d'Alexis Colère. Et puis, j'entendais aussi que Gérald Darmanin, visiblement, aurait un portefeuille un peu plus élargi, étendu aux collectivités locales. Tout à fait. Et aux Outre-mer même, Alors vous voyez, il y a quand même le degré de précision qu'on attend là de l'Élysée. Dans ce degré de nuance-là. J'entendais Benjamin Duhamel sur BFM TV qui avait à peu près les mêmes infos que vous, Thomas, et qui disait, dans ce qui nous est annoncé, a priori, il n'y a pas aucune chance de gagner une voix au Parlement. Il n'y a pas un effet waouh avec une prise de guerre incroyable. Non, on la voit pas. Bon, et puis là, c'est du Macron, mais recyclé, quoi. Vraiment le jeu de chez CS Musical. Ce sont tous des gens qui sont là, mais qu'on met à des nouveaux. C'est du Macron recyclé. C'est peut-être Clément Beaune irait au transport aussi. Il quitterait le Quai d'Orsay pour... Clément Beaune au transport. Ouais. À confirmer encore. Là, pour le coup, c'est étonnant parce que c'est vraiment sa compétence pure et dure. Il était aux affaires européennes. Il était aux affaires européennes, voilà, exactement. Donc auparavant auprès de Jean-Yves Le Drian, désormais auprès de Catherine Vautrin, et puis de Madame Colonna. Et donc là, il rejoindrait les transports, ce qui n'est pas vraiment... C'était un budgétaire à l'époque, et là, c'était un diplomate depuis plus de 5 ans. Voilà, sympa. Bon, enfin, voilà, c'est du Macron recyclé, donc c'est Jupiter miné maintenant, c'est à peu près certain. Bon, merci Thomas. Je vous le laisse. Oui, très bien. Merci Thomas. Et si vous avez un truc d'enfer à nous annoncer, vous foncez en studio, on vous fait une place immédiatement. Avec plaisir. Semaine pouvoir d'achat. Alors tout le monde veut son truc. Les LR, ils ont dit, là, Olivier Marleix a dit à Elisabeth Borne, nous, il nous faut un litre de carburant à 1,50. Donc vous nous baissez les taxes, parce qu'il faut du 1,50. Bruno Le Maire dit, n'y comptez pas, ça coûte 50 milliards, déjà, mais 18 centimes, c'est pas mal. Et puis ils veulent une baisse de cotisation pour tout le monde, indépendants et salariés. Le gouvernement a dit non, les indépendants, c'est déjà beaucoup. Et puis ils veulent aussi une baisse de la CSG pour les retraités. Et là, Bercy dit non, on va juste augmenter les pensions de 4%, c'est déjà pas mal. Au PS, on veut un SMIC à 1500, hors prime d'activité. Tout de suite, sans attendre les revalorisations automatiques qui vont être imposées par le mécanisme d'indexation. Et puis chez LFI, on veut la même chose, mais on voudrait aussi, pourquoi pas, bloquer les prix des produits de première nécessité, éventuellement rattraper les années de gel de points d'indice, et puis mettre le minimum vieillesse au niveau du SMIC. Et puis au Rassemblement National, on dira non à tout si on n'a pas 5,5% de TVA sur les carburants. Ça vous fait marrer déjà, Stéphane Van Nuffel. Pardon. Non mais allons-y. C'est YOLO. C'est bon, hein. Ouais. Enfin, je sais pas, à moins que vous vouliez dire un mot de l'équipe machin, là, du gouvernement. Juste, il a cité là à l'instant, ministre délégué, Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique. Ça, c'est plutôt positif. Parce que c'était secrétaire d'État. Et puis, j'espère qu'il y aura une fonction consacrée au logement, parce que, objectivement, il faut reconnaître que politique du logement depuis 5 ans, c'est le degré zéro. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est à la fois un moteur de l'économie et c'est aussi un besoin social.
il y a un problème de crise du logement. Donc c'est très étonnant. Donc avec l'école, le logement, c'est la deuxième priorité de long terme. Oui. Mais je me souviens de Mounir Majoubi, qui m'avait dit, au CV, il était au numérique justement. Oui, secrétaire d'État. Oui, mais au début, il était rattaché à Matignon. Oui. Et après rattaché à Bercy. Oui. Il m'avait dit, quand tu perds le rattachement à Matignon, c'est fini. Oui, voilà. Parce que c'est transversal, le numérique. Mais même ministre délégué, il serait ministre délégué dans quel... on va voir. Bon. Mais je dirais, si ça monte d'un cran, normalement, il y a un périmètre et des pouvoirs associés à ce périmètre qui se mettent en place. Non, mais il y a des vrais. Stéphane Van Nuffel, puis on peut dire quand même un mot de cette. On n'a pas de tout, mais. Rebondir sur ce que dit Patrice, que c'est important. Le logement, alors moi je suis pas forcément très objectif dans ce que je dis ça, parce que c'est une partie de mon métier, mais c'est une catastrophe. Vous vendez du SCPI, vous savez que je dirige Net Investissement, mais une autre société qui s'appelle Limo, qui distribue y compris de l'immobilier direct, donc forcément je suis pas objectif. Mais c'est invraisemblable. On est quand même au cœur d'un sujet qui représente plus de 30% du pouvoir d'achat des Français, qui c'est dans cette optique d'inflation, etc., le durcissement de ce qui s'est passé dans la vie au quotidien des 2-3 ans qu'on vient de passer, c'est-à-dire que les gens sont retournés chez eux, ils ont redécouvert dans quoi ils vivent, comment ils vivent. On voit les passoires énergétiques qu'est l'immobilier en France, c'est invraisemblable. Mais on peut en parler sur le transport. Hein. Le transport, c'est aussi un petit secrétariat d'État. Le transport, Nicolas, j'ai encore eu une mission invraisemblable pour venir vous rejoindre aujourd'hui par la SNCF, la semaine dernière avec Air France entre Nice et Paris. Enfin, je veux dire, il y a un sujet. Voilà. Alors le numérique, c'est fait. Merci, heureusement, bravo. Fait. Non mais il faut on verra, mais il y a 2-3 sujets comme ça. On devrait presque être au ministère d'État sur des sujets comme ça. Alors on parle d'écologie, moi je veux bien. La santé, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais là aujourd'hui, pouvoir loger les gens, pouvoir les faire se déplacer, et tout ça dans le cadre d'une économie numérique qui nous ferait faire des économies, y compris pour sauver la planète, parce que ça coûterait moins cher en papier, en charbon, etc. Je ne comprends pas que ce ne soit pas des sujets majeurs. Et le logement, pardon. Le logement, c'est d'autant plus important que ça semble se décoincer un petit peu sur le foncier, hein, puisqu'il y avait le gros reproche, un tout petit peu, il y avait le gros reproche des maires qui libéraient pas les permis, et maintenant il y a le sujet du prix de revient. Prix de revient et délai. La loi climat et 2020. Enfin, dire, dès qu'il y a quelque chose qui se libère d'un côté, il y a une couche qui se remet. Il y a eu un très bon travail fait par la commission Rebsamen, mais encore faut-il que tout ça soit suivi des faits. Il y avait Romary Vaton notamment, comme par hasard, était dans cette commission. Oui, Jérôme Guédéan. On peut rajouter le sujet des conditions de financement avec la remontée des taux qui désolvabilise les accès dans la propriété. Et puis, je voudrais remettre ces sujets, logement, transport, dans un sujet de. Alors, ça portait un nom délicieux dans les années 70-80, ça s'appelait l'aménagement du territoire. Et en fait, on a un pays qui a été victime d'hypercentralisation, on le sait, hein, tous. On a un réseau de transport et en fait, on dépense énormément d'argent pour maintenir les gens à un endroit où ils vivent pas de façon heureuse et où ça coûte cher de les maintenir dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, il y a vraiment un sujet de distribution, de décentralisation, de nouvelles vagues de décentralisation, de distribution sur tout le territoire. Ça correspond aujourd'hui aux attentes des gens. Le numérique permet évidemment, dans un grand nombre de cas, de permettre aux gens finalement de travailler là où ils souhaitent vivre. Pas tous, hein, mais un certain nombre. Ça va avec la réindustrialisation. Et en fait, ce qui nous manque, c'est ce souffle, cet élan de réaménagement du territoire en intégrant tous les enjeux d'éducation, les enjeux de transport, les enjeux de logement, les enjeux numériques et d'équipement, de fibrage, etc. Il y a des coins encore, je connais bien la Bretagne, j'y passe beaucoup de temps, il y a des coins encore où la fibre, on nous la promet depuis 10 ans. Elle est toujours pas là. Et les entreprises, je vous fais pas un dessin, ma boîte de confiture à Quiberon, quand vous avez l'ADSL qui plante, ça devient compliqué de travailler avec vos partenaires, vos fournisseurs, votre réseau de boutiques, etc. On est vraiment dans ces enjeux-là. Et au fond, on aurait pu imaginer que on pouvait, on va dire, concentrer, ou en tout cas délivrer un message intégré lors de la composition du gouvernement sur ces enjeux qui sont vraiment ceux qui nous préoccupent et qui préoccupent les citoyens. C'est vrai, c'est une des principales injustices, notamment c'est la fracture numérique. Vous parliez de la Bretagne, j'étais ce week-end en Haute-Loire, c'est effrayant, les jeunes qui veulent s'installer en Haute-Loire, ils ne peuvent pas télétravailler parce qu'il n'y a pas de couverture suffisante, et la couverture web par OneWeb ou Starlink en orbite basse fonctionne aujourd'hui pas encore de façon terrible. Si c'est Jean-Noël Barrot, un vrai sujet d'injustice. Si c'est Jean-Noël Barrot, ça va arranger la bien sûr, en Haute-Loire,
Barre, il n'y a pas de problème avec Jean-Noël. Non, typiquement, sur Jean-Noël Barrot au numérique, moi j'ai une vision très positive, évidemment, de son action lors du quinquennat précédent, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la loi Pacte ensemble, énormément. Il a été moteur dans la loi Pacte, qui était une très bonne loi. S'il peut effectivement nous résoudre cette fracture numérique, là, il aura vraiment contribué. Non, mais c'est une belle personnalité. Sur le logement, parce que bon, il y a toujours des réflexions, notamment menées par des économistes, et je sais qu'il y a une tentation chez certains économistes, et je vous invite à relire peut-être cette tribune signée de Alain Tranois, je crois que c'est Alain son prénom, du Cercle des économistes, qui lui imaginerait une remise à plat complète de la fiscalité, ou pour alléger le capital, pour alléger le travail, pour alléger la production, en fait, on basculerait une partie de la fiscalité sur la terre. Et donc, sur la terre, sur le foncier, sur les propriétaires, avec cette idée toujours que le logement ne serait pas quelque chose de productif, alors que c'est quand même juste totalement essentiel à l'existence. Bon, clair. Vous étiez en train de rire quand j'égrenais tous les chiffons rouges de l'ensemble des groupes d'opposition sur le pouvoir d'achat. Sous-entendu, c'est quand même mal embarqué. Ben voilà, je souriais, j'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'en fait, on se regardait, et en fait, l'inventaire à la Prévert que vous faisiez, Nicolas, résume finalement l'argumentaire qu'on peut avancer. C'est pas gagné. Et on vient juste d'avoir une toute petite glissade vers des sujets comme le logement, le numérique, le transport, etc., qui vont aller dans le sens de toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est assez inédit, ce qui se passe, et à la fois économiquement et à la fois politiquement. On ne peut pas dire que tout est une crise politique et tout va être une crise politique, et que ça va être difficile de régler tous ces problèmes uniquement en faisant les bonnes alliances à l'Assemblée pour les bonnes lois. On sort quand même de 3 ans très compliqués, et évidemment, c'est très compliqué aujourd'hui, que ce soit pour une banque centrale, pour un ministère des Finances ou pour une majorité, de trouver la bonne voie dans ces décisions. C'est mon point de vue. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que les oppositions, puisqu'il faut bien parler des oppositions aujourd'hui, en fait, là, on est dans le concours l'épine de la démagogie, et donc c'est pas très respectueux, c'est pas très respectueux du débat démocratique d'y aller avec des demandes. Je vous dirais le contraire, Jérôme Dédéan. Moi, celui qui a voté RN, on lui avait dit 5,5 sur les carburants. C'est respectueux par rapport aux attentes de cet électeur. Oui, mais c'était déjà celui qui a voté LFI, c'était 1500 le SMIC. Ok, voilà. Nicolas, c'était déjà démagogique au moment de la campagne. De la campagne, et ça l'est d'autant plus. Et en fait, ça aide pas le pays, quoi. Et en fait, moi, ça me choque un peu. Finalement, dans ce véhicule pouvoir d'achat là qu'on nous promet au Parlement, le seul angle qui m'intéresse vraiment et qui me semble très très sérieux, c'est-à-dire qui n'est pas soit de la subvention de la demande dont on n'a pas trop besoin en ce moment, soit de la poursuite de dépenses publiques entraînant ou risquant d'entraîner la fameuse boucle prix-salaire qu'on n'a pas du tout envie de voir venir, c'est l'angle partage du profit. C'est l'angle réforme, nouvelle réforme, nouveau coup de pouce donné au mécanisme d'intéressement, de participation. Vous pouvez, parce que j'ai regardé, mais dans le détail, la mécanique de ce que propose cette loi, en plus de ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'il y aura précisément là ? Il y a une intention d'étendre le domaine de la lutte, si on parle comme un gars de LFI, et donc ça se passe à 2 endroits. Ça se passe dans un renforcement des obligations de mise en place pour les entreprises, et moi je les appelle de mon vœu. Et les plafonds bougent ou pas là, Donc d'abord, l'idée que plus d'entreprises devront passer au partage du profit, soit en abaissant le seuil de la participation aux bénéfices à moins de 50 salariés, en descendant en dessous, soit en disant à partir de X salariés, je dois mettre en place soit de la participation, soit de l'intéressement. C'est ça qui va être débattu, de mon point de vue, sur cet engagement-là, cette promesse-là du gouvernement. Le deuxième enjeu se passe sur les montants, évidemment, et donc là, on se coltine depuis les années 50 une formule de participation qui est désormais complètement désuète pour des raisons évidentes qu'elle est assise sur le profit fiscal, et qu'à l'époque le profit fiscal était égal au profit comptable, donc à la génération de valeur d'une entreprise, alors qu'aujourd'hui il a été complètement mité à coup de crédit d'impôt, déduction, reprise, etc. Et que donc je peux vous prouver, chiffre à l'appui, sans être expert comptable, qu'une entreprise qui crée de la valeur économique peut ne pas verser de participation, alors qu'une entreprise qui détruit de la valeur économique peut être soumise à participation obligatoire. C'est pour ça qu'il faut parler plus de partage de la valeur que de partage du profit. Mais oui, peut arriver à des bien sûr. J'ai fait des calculs avec BDO, grand cabinet d'expertise comptable, à l'occasion de travaux qu'on a fait au moment de la loi Pacte, et on peut vous montrer un exemple d'entreprise, c'est flagrant selon les situations, elle verse ou ne verse pas de participation de façon complètement déconnectée de la réalité de sa création de valeur économique. Et donc il faut qu'on ait la peau de cette formule, ça fait 3 fois qu'on essaye. C'est le boulot de Langsat. C'est bien pour ça qu'il a
qu'il a fait ses travaux. Oui, bien sûr, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir la peau de la formule de participation? On n'y arrive pas parce que à chaque fois, les gens rentrent dans de la microéconomie sectorielle en disant oui, mais il va y avoir des perdants et des gagnants. Et évidemment, quand vous modifiez un truc, il y a des boîtes qui vont verser moins de participation et des boîtes qui vont verser plus de participation. Pourquoi? Parce qu'on va le réaligner avec leur création de valeur réelle. Et donc, si ça pose un problème, plutôt que de dire je peux pas parce que ça va faire trop de gagnants, trop de perdants et que j'arrive pas à savoir si c'est la taille, le secteur, la géographie, etc., il faut dire il y a une période de transition. Vous mettez la nouvelle formule en place et puis la première année, vous faites 100% de l'ancienne formule, la deuxième 80% de l'ancienne formule, 20% de la formule nouvelle et ainsi de suite, jusqu'à ce que dans 5 ans, tout le monde ait le temps de s'ajuster. C'est pourtant pas compliqué, quoi. C'est vrai, mais j'avais pas conscience à ce niveau-là d'une telle aberration. J'en ai une autre qui me vient en tête qui était géniale. Écoutez, dans une prochaine émission, je vous montrerai le calcul avec 2 exemples. Mais le petit Boulon me l'avait fait. Il faut reconnaître que là, on est à la télé-radio, c'est la limite de l'exercice. C'est plus simple sur un paperboard, mais paperboard, je suis ringard. Non. Le mec qui dit paperboard en 2022. Non mais un bon PowerPoint animé. Il faut inviter Jean-Noël Barrot pour la transition numérique, sans aller en contradiction, puisque au sein du MEDEF, la comité de gouvernance, on travaille beaucoup sur ces sujets de partage de la valeur. Et plutôt que de cibler uniquement sur le sujet de la participation, je pense qu'il faut se poser la question plus globalement de est-ce qu'on pose le principe d'une stratégie de partage de la valeur et on pousse à ce que les conseils d'administration aient d'une certaine façon l'obligation chaque année de déterminer quelle est leur politique en matière de partage de la valeur et après de choisir dans la panoplie d'outils. Oui. Parce qu'il y a effectivement la participation légale, on peut aussi avoir des formules dérogatoires, il y a l'intéressement. C'est pas la même chose, participation, il y a l'actionnariat salarié, etc. Et en fonction de l'histoire, de l'historique, du niveau de rentabilité, de la période de rentabilité de l'entreprise, il faut pouvoir choisir sur ces outils. Et ce qui nous paraît, nous, tout à fait essentiel, d'ailleurs ça nous éloigne un peu du pouvoir d'achat, parce que là on est plutôt dans l'épargne, on est dans l'épargne long terme, mais je crois que c'est un point qui est important. Après, sur le sujet plus spécifique du pouvoir d'achat, je crois que les deux éléments qui devraient retenir la démarche plus globale, c'est ciblé et non pérenne. Il n'y a rien de pire qu'une mesure qui allégerait le coût de la vie pour les tout citoyens, ce que qui serait pérenne. Donc on cible sur les catégories défavorisées et on met en place des mesures non pérennes. Et c'est ça qui est tout à fait essentiel. Si on part sur des éléments, puisqu'on est entre guillemets soi-disant en économie de guerre, là on crée des vraies difficultés. Quand vous prenez la liste que je vous ai donnée en ouverture, ce sont toutes des mesures définitives. Une baisse de taxes, vous ne faites pas marche arrière, un SMIC à 1500, vous ne le remettez pas à 1450, un alignement des années de gel de points d'indice, évidemment, tout ça est totalement pérenne. Et en n'oubliant pas maintenant qu'on se prend 12 milliards de 12 ou entre 12 et 15 milliards de charges de la dette. C'est-à-dire en même temps, 17, oui. 2021. Donc en même temps que l'État aura à faire face à ce coût, il va réduire, entre guillemets, ses recettes en affectant des mesures qui ressemblent à un catalogue à la Prévert. Mais la charge de la dette, ça intéresse 15 experts en France, Patrick Bertrand. C'est l'émission des experts. Oui, mais moi je parle. Je vous jure que si j'utilisais le terme charge de la dette dans un débat grand public, on va me demander déjà d'expliquer de quoi je veux parler. Ouais. Bon. C'est assez simple, on parle de 3 000 milliards d'euros de dette bientôt. Ça sera franchi pas loin, incessamment, voilà, avec des taux qui remontent. Oui. Donc vous faites le calcul. Oui. Tous les foyers sont capables de comprendre ça. Ils le comprennent d'ailleurs, malheureusement, ils en souffrent aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose Non, parce que... Pardon. Moi, je voulais dire que j'étais évidemment d'accord avec Patrick sur le fait que... De toute façon, là, vous avez vu, j'ai 3 invités qui vont être... Les gens vont me dire, il n'y a pas de contradiction. On va trouver un point d'accroche. Souvent, on nous dit la boîte à outils de tous ces mécanismes de partage de la valeur, en fait, elle est compliquée, difficile à comprendre. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis qu'elle est riche. C'est-à-dire qu'en fait, qui peut dire que chaque être humain est unique? Eh bien, chaque entreprise est unique en fonction de la composition de son capital, familial, pas familial, etc. Et donc, à certains endroits, on va utiliser de l'intéressement, à d'autres endroits, on va utiliser de la participation aux bénéfices, dérogatoire ou non. À troisième endroit, on va utiliser de l'actionnariat salarié, association au capital, ciblé ou collectif. Tout ça permet de faire un schéma d'ingénierie complètement adapté au moment de l'histoire de l'entreprise et à sa configuration. C'est une vraie zone de conseil pour les professionnels que nous sommes. J'ai passé chez RS, ils viennent tous vendre leur sauce dans mon émission. C'est tous des professionnels qui viennent me vendre leur truc. Moi non, je vends du collectif sur le numérique, sur la fracture numérique.
on a formé en 20 ans 5000 cabinets d'expertise comptable, de courtage d'assurance, de conseillers en gestion de patrimoine pour qu'ils soient capables de déployer ces outils-là dans tout type d'entreprise et notamment dans les TPE-PME qui étaient les grandes délaissées. Et on est passé, depuis le début des années 2000, donc en une vingtaine d'années, on est passé de 2% des salariés des boîtes de moins de 50 couverts par un mécanisme de partage de la valeur à aujourd'hui pas loin de 20%. Donc c'est massif, mais c'est pas encore assez. Chaque fois ici qu'on a parlé de l'actionnariat salarié, attention dans le sens, le salarié détient des actions. Chaque fois j'ai eu un tombereau de rejet de cette idée-là. C'est invraisemblable. Ça, c'est le truc qui me rend on marque une pause, C'est invraisemblable. Les gens étant hostiles à cette idée, considérant qu'en tant que salarié, ils risquent le licenciement si ça va pas, alors ils n'ont pas en plus à devoir porter le risque capitalistique de l'entreprise dans laquelle ils sont actionnaires. Voilà ce qui m'avait été dit. Votre avis m'intéressera. On marque une pause, Patrick. Il y avait une autre aberration que j'avais trouvée géniale au moment. Vous savez, là, l'entreprise qui n'en a pas les moyens et qui est contrainte de verser de la participation, alors que celle qui en a les moyens va d'une manière ou d'une autre pouvoir y échapper. C'était quand on avait regardé au moment du débat des retraites. Vous preniez la vie de quelqu'un qui avait, on dit, il a fait 20 ans dans le public, 20 ans dans le privé, et l'autre en face, il a fait l'inverse, 20 ans dans le privé, 20 ans dans le public, avec les mêmes responsabilités, les mêmes niveaux de rémunération, ils n'avaient pas la même retraite. C'est pas beau ça quand même. Bon, allez, on marque une pause. L'actionnariat salarié est-il légitime? Et puis après, je vous demanderai votre avis sur la sobriété. Quand on vous dit devenez sobre, je parle énergétique. Qu'entendez-vous par là? À tout de suite. 4 juillet.